Donc, pour résumer, moi je suis le geek de service qui travaille sur les bases de données, mais aussi, pardon, plus haut comme ça. Voilà. Sur les bases de données, effectivement, dans le cadre du travail avec le centre des collections, mais aussi sur l'enregistrement spatial et la documentation du patrimoine. Et dans le cadre de la préparation de la journée d'aujourd'hui, on m'a demandé de faire un bilan et de parler un peu des perspectives de développement pour la gestion du patrimoine bâti en Wallonie notamment. Alors, assez traditionnellement, j'ai divisé la présentation en trois parties. Un très très bref rappel des différents investissements qui ont été consentis entre 2009 et 2015 au niveau, voilà, au niveau du parc d'instruments. Pour rappeler quand même que, effectivement, le développement des capacités d'intervention sur le terrain au niveau de la documentation spatiale a bénéficié d'investissements d'une valeur d'à peu près un peu plus de 250 000 euros sur une période de 5 ans, qui nous a permis de mettre en œuvre, d'une part, un géoréférencement en temps réel. Donc, ça veut dire que toutes les interventions qui sont menées dans le cadre des activités du patrimoine sont géoréférencées avec une précision moyenne de 2 cm qui correspond à la précision standard du système de référence qu'on utilise. Et cela repose donc sur l'investissement dans du matériel de type GPS topographique, les fameux GNSS que vous voyez sur le tableau, et de stations totales qui ont permis de rééquiper et de compléter le parc d'instruments des équipes de terrain. En 2013, nous avons pu bénéficier d'un investissement dans un scanner 3D qui a permis donc de mettre en œuvre une documentation à très très haute densité. Et à partir de 2014, également l'acquisition de drones, hein, donc un premier drone, puis par la suite un second. Le premier étant principalement, initialement acquis pour pouvoir réaliser des acquisitions dans une démarche de prospection non intrusive et de prospection au sens large. Le deuxième étant théoriquement utilisé pour faire des vols dans des bâtiments. Alors, ces investissements vont permettre de compléter des approches, avec une première approche qui repose sur la photogrammétrie. Alors, une photo un peu sombre, rassurez-vous, la photo va être un peu plus claire derrière. C'est simplement pour faire un petit clin d'œil à Jacques Deby, puisque depuis la régionalisation, le département du patrimoine a pu bénéficier d'une démarche de photogrammétrie et de topographie, et Jacques en a été la cheville-ouvrière. Et c'est pas négligeable parce que pas plus tard que la semaine dernière, on est encore venu travailler sur les archives de Jacques pour notamment l'abbaye d'Aulne dans le cadre des projets de préfiguration de la WAP. Donc en fait, ce fonds documentaire existe, on l'a un peu complété. Jacques, évidemment, travaillait en stéréophotogrammétrie, qui à l'époque était principalement la technique dominante. Donc la photogrammétrie, c'est une opération qui consiste à prendre deux clichés qui constituent un couple stéréophotogrammétrique, les deux clichés qui sont pris avec un écart type connu. Ces deux clichés permettent de documenter le sujet sous des angles différents, et à partir de ces différences, on va pouvoir extraire un modèle et restituer une vue du sujet étudié. Depuis une quinzaine d'années, je dirais peut-être un peu plus, on a vu le développement de techniques qui vont compléter la stéréophotogrammétrie et utiliser non plus seulement des couples stéréo, mais des ensembles, des jeux de données quasi infinis, qui permettent à partir de couvertures soit divergentes, soit convergentes d'un sujet, de proposer une mise en corrélation. Ici, par exemple, j'ai pris l'exemple théorique d'un bâtiment autour duquel on tournerait en multipliant les vues avec un recouvrement. Et à partir de ces jeux de données, on va pouvoir extraire un nuage de points, une documentation en 3 dimensions, d'une précision assez impressionnante, et surtout avec actuellement les nouveaux procédés de traitement qui commencent à vraiment donner d'excellents résultats. Je vous montrerai 2-3 exemples. Donc un cas concret, ben voilà, ici ce sont des photos de vacances, hein, donc c'est un petit prieuré dans le Forez, dans l'arrière-pays de Saint-Étienne, prieuré de Montverdun, et à partir d'un jeu de clichés que j'ai pris en tournant autour du bâtiment, les algorithmes qui sont utilisés en corrélation dense vont permettre d'identifier des analogies entre les différentes photos et de proposer des groupements d'analogies qui vont alors nous donner une restitution du bâtiment. Vous voyez la restitution. Je ne sais pas comment on obtient le pointeur. Le pointeur, c'est juste au-dessus des flèches.
Juste au-dessus des flèches. Voilà. Donc ici, c'était une vue en plan. On repère bien le groupement des différents clichés qui ont été assemblés. Ici, une première restitution de ce qu'on a, enfin, d'une corrélation qui n'est pas encore tout à fait la corrélation dense, et un détail qui vous montre la manière dont les analogies ont été tracées entre les photos et la restitution qui en a été faite, le groupement qui correspondait à l'espèce de tableau en dessous. Et au final, alors, on obtient des modèles 3D d'une densité beaucoup plus importante après un certain nombre d'heures de traitement. Ici, l'exemple que j'ai pris utilise un processus basé sur un logiciel qui s'appelle VSFM et qui est gratuit. Donc en fait, la corrélation dense peut être accessible à toute personne qui veut se lancer dedans en téléchargeant les outils gratuits. Évidemment, quand on veut rentrer dans un mode un peu plus détaillé, là on va tomber sur des solutions professionnelles qui utilisent des algorithmes beaucoup plus précis, qui permettent notamment d'extraire jusqu'à 1 million de points par cliché. Et ici c'est de nouveau des photos de vacances, mais c'est à Vienne, à l'église Saint-Pierre, où vous avez ici la restitution, la restitution donc d'un modèle d'un tympan avec la sculpture. Et je pense que vous pouvez distinguer ici dans le coin qu'on est bien sur le nuage de points et pas encore sur une restitution en maillage. Donc la densité d'information est telle que la lisibilité est directe, même sans passer par un traitement ultérieur. Et un des grands avantages de la photogrammétrie, évidemment, c'est, étant basé sur de la photographie, la qualité colorimétrique que l'on obtient pour la documentation des sujets. Un autre exemple que vous pouvez voir, si vous passez sur le parking ici, un des portails, c'est un test qu'on avait fait avec Virginie et Marie-Hélène lors d'une réunion préalable, où effectivement, on obtient à partir de 16 clichés une documentation en 3 dimensions du sujet étudié. Ce qui nous amène d'ailleurs dans l'intérêt de ce type de technologie pour de la documentation d'objets qui pourraient rentrer dans la matériothèque, effectivement, à partir de quelques informations et de quelques clichés pris dans des conditions suffisamment, en tout cas avec la rigueur nécessaire, vous pouvez obtenir effectivement une première documentation d'un élément dans son contexte, donc ici sur le monument, avant la dépose par exemple, et le compléter par la suite, une fois que l'objet est déposé, en le prenant sur les autres faces. Le procédé, évidemment, de photogrammétrie par corrélation dense peut être transposé soit de manière terrestre, photogrammétrie terrestre telle qu'on la conçoit, mais aussi, évidemment, on peut utiliser des supports, des véhicules volants, drones, hélicoptères, avions, et donc le principe va être le même. À partir d'une série de clichés qui présentent des recouvrements suffisants, on va pouvoir proposer une restitution d'environnement. Ici, c'est un exemple réalisé avec un des fameux drones qui ont été acquis en 2014, ici à Spienne, sur le centre d'interprétation Silex, où vous avez le parcours du drone et les clichés qui ont été pris. Et l'ensemble, une fois assemblé, permet de produire cette restitution-ci. Et un des grands avantages de la documentation spatiale, c'est qu'effectivement, étant basé sur des référents commun, on va pouvoir y intégrer d'une part les données de photogrammétrie, mais aussi les données de scan 3D qui ont été réalisées dans la fouille de la minière où on a trouvé, je crois il y a 2 ans, des restes humains. Et donc voilà, ici un exemple d'intégration directe de l'information sans autre traitement que simplement le chargement des données. Donc ça c'est une approche assez intéressante. Et puisque j'ai parlé de scan 3D, parlons un peu de l'évolution de ces technologies en l'espace d'une vingtaine d'années. Pardon, oui, voilà. À partir d'un exemple, en 2000, c'est en fait la première opération de scan à laquelle j'ai pu participer, c'était sur le site d'Alvis Omdenbusch, près de Schengen, au Luxembourg, où 2 sépultures campaniformes, donc néolithique moyen, préhistoire récente, avaient été découvertes, et pour le coup, c'était les plus anciennes sépultures à ciel ouvert découvertes au Luxembourg. Et donc, le Musée national d'histoire et d'art avait décidé de procéder à une acquisition par scan 3D parce que, en fait, les surfaces, une fois dégagées, les ossements présentaient une altération extrêmement avancée et devenaient pulvérulents. Donc, il n'était pas possible de faire un moulage, en l'occurrence. Et donc, vous voyez ici le scanner à l'époque, c'est une espèce de grosse gélule sur un trépied extrêmement lourd, et toute l'infrastructure
portable, entre guillemets, de l'époque, qui a permis, hein, après, je pense, 5 stations et un travail sur une nuit, de collecter 3 millions de points par sépulture et de produire donc les modèles que voici. Donc, sépulture d'un individu seul, malheureusement recoupé probablement par un labour, et sépulture d'un individu adulte et d'un enfant entouré de matériel. Alors, si j'ai pris cet exemple-là, c'est parce que justement, la question à l'époque, c'était qu'on avait déjà des très bonnes qualités au niveau de la documentation, au niveau de la précision, mais on avait évidemment un encombrement et un temps de travail extrêmement important pour obtenir ce type de résultat. Et autre chose, il n'y avait pas de possibilité d'enregistrement de la couleur à l'époque également. Il faut savoir, pour la petite histoire, que le matériel utilisé, c'est du matériel qui était à l'origine conçu pour procéder à des relevés dans les centrales nucléaires. En 2013, donc, le département du patrimoine a pu bénéficier de l'évolution de la technologie et de l'acquisition d'un scanner à phase, beaucoup plus petit, beaucoup plus portable. Ici, c'est plus un gros trépied de 12 kg, mais un petit trépied photographique très léger en carbone. Et le scanner lui-même a un encombrement très limité et pèse à peine 4 kg. Donc on est vraiment passé dans une portabilité totale. Et là où le scanner, il y a 17 ans, enregistrait 3 millions de points en 8 heures, ici, en une passe de scan de 10 minutes, on enregistre 44 millions de points. En multipliant évidemment les stations, on va pouvoir alors densifier l'information. Et évidemment, pour pouvoir assembler les éléments, on a besoin de repères qui sont ces fameuses sphères que vous apercevez ici, ou les damiers. Je pense qu'il doit y avoir un damier de ce côté-là. Et donc, en utilisant ces principes d'alignement, on va pouvoir obtenir un assemblage d'un ensemble de données. Ici, en multipliant les passes de 44 millions de points, on a un modèle d'une densité de 20 milliards de points. Alors, outre l'inflation en termes de chiffres, quelque part, ça représenterait un 20 milliards de points. Simplement, l'important, ce n'est pas le nombre de points, c'est simplement par rapport à la surface documentée, la densité qu'on va pouvoir obtenir en densifiant cette information. Alors, un petit... si tu veux bien cliquer, Virginie. C'était juste une petite évocation du principe de fonctionnement du scanner. En fait, le scanner, finalement, c'est un boîtier qui inonde une scène, inonde un sujet avec de la lumière. Et c'est en captant le rebond de la lumière sur le sujet que le scanner va pouvoir produire, en fait, une analyse de la distance et de la position, et donc enregistrer la position de ces points. Au-delà du passage avec de la lumière, on peut aussi faire un deuxième passage avec un enregistrement de photographie et donc obtenir alors une colorimétrie supplémentaire. Voilà, tu peux éteindre, Virginie, s'il te plaît. Voilà, et donc moi je repasse ici. Et donc voilà, le type de résultat qu'on a. Malheureusement, ce sont des vues en 2D, ce qui est un peu limitatif par rapport à un modèle aussi dense et aussi complet. Mais une vue en 2D qui montre quand même, je crois, j'espère qu'on peut malgré tout la voir même à distance, le type d'information que l'on peut obtenir, et surtout en travaillant sur des coupes réalisées dans le bâtiment, la densité d'informations que l'on va pouvoir capter à différents niveaux. On peut faire des coupes exactement où on veut dans le bâtiment, et finalement sélectionner, sérier, segmenter l'information pour pouvoir l'analyser. Un des grands avantages, évidemment, du scanner aussi, c'est de pouvoir travailler dans une dimension, ici, je veux dire, de la cave au grenier, finalement, hein, de la crypte jusqu'aux charpentes. Et je pense que le détail ici vous montrera un peu la qualité d'acquisition. Petite subtilité assez intéressante, puisque, évidemment, ça va intéresser les archéologues, les architectes, les historiens de l'art, mais on a aussi un enregistrement de toutes les structures portantes de la voûte, les fameux terrans qui ont été installés ici à la collégiale Saint-Jacques pour renforcer, en tout cas pour soulager la voûte. Et donc, toutes ces informations sont enregistrées également dans tous les sens. Donc, on a vraiment un modèle, un levé, je veux dire, le plus global possible. On peut encore évidemment le densifier. Et j'insiste sur le terme levé parce que vous avez vu sur les images présentées par Sylvain, Omar et Christian Sapin ce matin, des relevés. Finalement, à partir de ce type d'informations, quand on commence à travailler sur la sémantisation et sur l'isolation des éléments particuliers à mettre en évidence, là on passe à un relevé. Ici, nous sommes simplement dans l'acquisition d'informations. Il s'agit par la suite
de rajouter l'information sémantique. C'est une différence fondamentale, mais elle est importante ici parce que par rapport à une même source, on va pouvoir travailler sur des relevés archéologiques, mais aussi des relevés architecturaux, des relevés d'ingénierie, et finalement à peu près toutes les compétences métiers du patrimoine vont pouvoir partir de la même source pour travailler sur leur information sémantique propre. Je vais avoir presque fini avec les exemples. Un dernier exemple, donc Tour à Saint-Jacques, qui permet aussi de voir qu'on enregistre également tout ce qui est information des décors, avec le décor peint ici des voûtes vues du dessous vers le dessus. Et pour rappeler, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on le visualise beaucoup avec des vues en 2D, mais c'est une information proprement tridimensionnelle qu'il s'agit d'analyser pour pouvoir extraire de l'information sous différentes formes, soit en travaillant éventuellement sur des algorithmes qui vont permettre de mettre en évidence la perception de la lumière, ou les déformations par rapport à des plans. Ici, vous avez la vue avec la colorimétrie standard. Ici, c'est une mise en évidence de ce qu'on appelle la portion de ciel visible, qui va donner une prégnance beaucoup plus importante aux différents reliefs. Et c'est notamment très intéressant pour tout ce qui est relevé pierre à pierre, ici, ou bien relever des détails du décor. Ici, c'est un test qui avait été réalisé sur un des décors sculptés de Saint-Jacques, où le fond en bleu représente le point de départ de l'analyse de distance, et ça permet d'avoir une mise en évidence différente du relief pour une lecture. Évidemment, donc, si je reviens dans la logique de matériothèque, que ce soit la photogrammétrie ou le scan, mais peut-être plus particulièrement le scan en l'occurrence, permet d'enregistrer à la fois évidemment les détails des objets, mais aussi de leur contexte, de leur environnement. Le monument, qui est en soi un contexte pour, entre guillemets, les éléments séparés, mais aussi tout l'environnement autour, et donc le positionnement de ces éléments dans leur contexte environnement est très important pour finalement bien aussi cerner la place du patrimoine dans l'environnement actuel. Deux exemples ici du portail de l'ancienne abbaye du Val-Benoît qui ont été démontés et qui se trouvent actuellement dans les réserves ici de la Paix-Dieu. Alors, une petite vidéo simplement pour entamer une réflexion sur l'évolution. Jusqu'à présent, finalement, on a souvent opposé photogrammétrie et scan 3D. À l'heure actuelle, ce débat, qui a toujours quelque part été un peu stérile, est complètement dépassé dans la mesure où les nouveaux développements permettent de travailler directement en intégrant à la fois le scan 3D et la photogrammétrie dans un processus de traitement intégré. Les résultats qu'on peut obtenir sont assez différents finalement d'une simple juxtaposition que l'on pourrait faire des produits de l'une ou l'autre méthode, et donnent une documentation d'une densité à la fois extrêmement importante sur la mesure, sur la qualité métrique, la qualité de surface enregistrée grâce au scanner, mais en ayant la possibilité de bénéficier en plus de la qualité colorimétrique obtenue avec la photogrammétrie. Donc ça, c'est un exemple, c'est un test qui a été fait sur un de ces nouveaux processus de traitement, et c'est dans cette direction-là que nous aimerions pouvoir généraliser, je pense, le type de traitement que nous faisons de ces acquisitions spatiales. Voilà. Alors, les perspectives. Et les perspectives, finalement, reposent d'une certaine manière sur une forme de changement de paradigme. C'est clair que les technologies évoluent, elles continueront à évoluer, elles évoluent extrêmement vite, mais finalement, on se rend compte que cette évolution technologique implique également un changement de mode de réflexion à deux niveaux. D'une part, le mode de réflexion traditionnel est quand même principalement dans le monde du patrimoine un mode de réflexion basé sur les deux dimensions. Et l'usage de modèles 3D souvent est utilisé pour dériver souvent des orthophotoplans, des vues en 2D à partir de ces modèles. Et donc on exploite assez peu finalement les propriétés intrinsèques des modèles obtenus. Si on considère finalement dans un peu cette logique, on se rend compte que des différentes sources disponibles, que ce soit des sources éventuellement satellitaires que l'on peut disposer à partir des sources de la NASA ou de l'ESA, des données aériennes du SPW, données multispectrales, photographie infrarouge par exemple, photographie aérienne, le lidar aérien ou les photographies qu'on obtient avec les drones, l'imagerie terrestre et les informations que l'on peut collecter pendant les opérations, les photographies, les minutes de terrain, les schémas, les croquis, les photogrammétries terrestres, les scans 3D, mais également les processions géophysiques et alors toutes les sources d'inventaire que l'on peut
utilisées, souvent on se rend compte qu'elles sont principalement utilisées pour elles-mêmes et que les résultats sont encore globalement juxtaposés, assemblés dans un produit de synthèse statique. L'évolution que l'on peut envisager consiste finalement à, je pense, peut-être mieux utiliser la composante spatiale propre à toutes ces données pour travailler finalement sur une mise en résonance de toute cette information et travailler non plus sur une modélisation des formes, des représentations, de l'image quelque part, mais beaucoup plus sur une modélisation de la connaissance, notamment grâce à une meilleure documentation de la sémantique propre aux différents éléments, et donc travailler dans un modèle intégré qui va permettre d'exploiter ces différentes sources pour produire des produits enrichis. Alors, j'ai ici remis évidemment les orthophotoplans comme produits livrables. C'est vrai que c'est un des produits traditionnels que l'on peut obtenir, mais ce n'est qu'un pourcentage infime de ce que l'on peut obtenir à partir de tous ces modèles, et en particulier si on densifie les différentes sources que l'on va utiliser pour les traitements. On peut avoir effectivement des modèles 3D, mais on peut à partir de ces modèles faire des analyses de déformation, des développements cylindriques par exemple, pour une tour dont on voudrait le pierre à pierre, travailler sur des coupes d'étranges, des analyses de visibilité. Enfin, je ne vais pas les détailler toutes, mais il y a un ensemble, une panoplie finalement d'analyses que l'on pourrait porter beaucoup plus loin. Et surtout, un des grands avantages d'un modèle intégré basé sur les composantes spatiales de l'information, c'est la possibilité d'avoir une actualisation dynamique. Ça, c'est une des caractéristiques fondamentales. Et donc, quand je parle de changement de paradigme, puisque ces sources intégrées sont utilisées pour constituer pour alimenter les outils à la décision, je pense qu'effectivement, il faut vraiment réfléchir à une logique de modélisation de la connaissance. Ça rejoint aussi d'ailleurs les questions de tout à l'heure sur la modélisation des gestes, la modélisation des processus et la modélisation des savoir-faire. Voilà. Alors, en guise de conclusion, comme je ne suis pas téméraire, je vais quand même laisser la conclusion à Giovanni De Paoli et Temiti Daffy. Et c'est une conclusion finalement qui remonte déjà à 1999 dans une réflexion sur la modélisation architecturale, où finalement ce changement de paradigme que j'ai évoqué était déjà annoncé. Et évidemment, comme voilà, je l'ai souligné ici, l'intention de souligner l'importance de la façon de modéliser une connaissance, et pas seulement pour la réalisation d'un projet, architectural en l'occurrence, dans leurs propos, mais si on l'étend, un projet patrimonial, et pour finalement soutenir et contribuer à la prise de décision, la simulation de phénomènes susceptibles de se produire autour d'un projet une fois concrétisé. Ça, je pense que c'est aussi une approche qui va de pair avec la gestion de projet qui est proposée et appelée pour les évolutions à court terme du patrimoine. Insister aussi sur cette notion de modéliser les processus et les actions, et surtout, je crois, ça c'est une conclusion que l'on se fait très souvent dans les discussions qui ont lieu autour de ces questions de documentation spatiale, c'est dépasser le mode de la simple visualisation et de la représentation bidimensionnelle pour vraiment exploiter le potentiel réel de toutes ces documentations. Et je vais m'arrêter là, mais simplement j'ai une petite vidéo qui va faire la transition avec la présentation de Romuald qui va venir juste après. Et donc Virginie, tu peux la lancer. C'est simplement une visualisation des levées qui ont été faits à Villers-la-Ville juste après l'accident qui a amputé la pharmacie d'une partie de sa façade, puisqu'un camion a eu la mauvaise idée de venir s'encastrer dans un des piliers. Et Romuald va vous en parler au niveau de l'exploitation qui peut être fait de cette donnée. Voilà. Merci.